Bonjour, donc ceci est probablement la vidéo la plus importante pour tous ceux qui voudraient se lancer dans la fabrication d'un gazogène de type Humbert. Elle traite du dimensionnement du foyer. Une erreur à ne pas commettre, c'est de penser qui peut le plus peut le moins et de faire un gazogène trop grand par rapport au moteur que vous allez mettre dessus. En effet, si le gazogène est trop gros, si le foyer est trop gros, l'aspiration du moteur ne permettra pas de faire monter suffisamment le foyer en température et vous donnera donc un gaz de moins bonne qualité avec probablement aussi plus de goudron. Je vais vite fait revoir chimiquement ce qui est censé se passer dans le gazogène pour comprendre un peu à quoi sert ce dimensionnement. Ensuite, on regarde les caractéristiques à prendre en compte pour faire le dimensionnement. Il y a plusieurs possibilités, mais grosso modo, ce n'est pas la cylindrée du moteur qu'on va prendre en compte, même si on peut la prendre en compte quand même. C'est plutôt la puissance que vous allez vouloir générer avec le gazogène. Et finalement, on va voir une possibilité de mise en œuvre, comment moi je le fais pour que les pièces du foyer soient interchangeables, qu'on puisse remplacer les pièces d'usure qui vont avec le temps s'user parce qu'il fait très chaud à cet endroit-là, et pour que ça soit tout assez simple à fabriquer. On va reprendre rapidement le principe de fonctionnement d'un gazogène à flux descendant, downdraft gasifier. Donc on a ici le tube rempli de bois avec la grille en bas et les bus d'arrivée d'air. Si on n'a pas ces bus d'arrivée d'air et qu'on laisse l'air arriver à travers le bois par en haut, on peut avoir un déplacement du foyer. Ça m'est déjà arrivé que le foyer monte ici et il monte de plus en plus jusqu'à arriver tout en haut et finalement les gaz doivent traverser toute cette épaisseur de bois. C'est pas terrible à mon avis, donc il vaut mieux bien localiser le foyer en mettant les buses à la hauteur qu'on souhaite. Maintenant on a dans un premier temps ici une combustion qui va se faire. Donc le bois brûle, le terme chimique c'est une oxydation. Le bois est essentiellement constitué de lignite et de cellulose éventuellement. Donc ce sont des chaînes carbonées avec de l'hydrogène, de l'oxygène et du carbone. Et ce qui va arriver, c'est que le carbone avec l'oxygène va faire du CO2. L'hydrogène avec l'oxygène va faire de l'eau, de la vapeur d'eau. Et puis on va obtenir de la chaleur avec ces deux réactions. Cette chaleur elle est très importante, puisque dans la suite on va avoir la zone dite de réduction. Donc les gaz en descendant ici, vont traverser du charbon et ici vont se produire les réactions de réduction. Ces réactions de réduction sont en quelque sorte des réactions inverses de ce qui se passe ici, c'est-à-dire qu'elles vont absorber la chaleur, on dit qu'elles sont endothermiques, et elles vont produire également, cette fois du carbone partiellement oxydé, donc du monoxyde de carbone, et de l'hydrogène et du monoxyde de carbone. Donc, ces réactions elles peuvent se faire seulement parce qu'il fait suffisamment chaud, et ce sont des réactions d'équilibre, c'est-à-dire que elles peuvent aussi s'inverser et on peut revenir dans l'autre sens, évidemment. Et tout ça, ça va dépendre des conditions de température, de la vitesse des gaz, etc. Donc c'est assez complexe et donc c'est le foyer du gazogène qui va déterminer un peu si ces réactions-là se font correctement ou pas. Il faut avoir une température assez élevée pour obtenir ces réactions, de l'ordre de 1000 degrés. En tout cas, il est mieux d'avoir plus de 600-800 degrés pour que ces réactions se fassent, mais il ne faut pas non plus que les gaz restent trop longtemps à cet endroit parce que les réactions risquent de s'inverser. Donc à la fin, on va toujours obtenir un peu de CO2, un peu de vapeur d'eau, parce que ces réactions ne sont jamais complètes. Voilà pour le fonctionnement des gazogènes FIMA, qui sont un peu les gazogènes de base, et ils ont l'inconvénient de produire beaucoup de goudron. Pour pallier à ce problème, il y a les gazogènes qu'on appelle gazogènes Humbert. En réalité, ça a été décliné, les Suédois ont utilisé ça. Donc les gazogènes Humbert, on ajoute ici une restriction. Donc ça peut être une plaque de métal trouée.
ce qui va faire en sorte que ici les gaz ont moins de place pour passer et donc ils vont devoir s'accélérer à cet endroit là. Donc les raisons pour faire une restriction comme ça, elles sont de nature empirique, c'est-à-dire qu'on a remarqué que ça permettait de faire moins de goudron. Mais moi ce que je m'imagine comme idée, c'est que comme on a une vitesse des gaz plus élevée, on va éventuellement avoir des réactions de réduction qui vont mieux se faire. On va garder plus longtemps la chaleur. On va aussi avoir ici une couche d'isolant qui va se faire, qui va être du bois carbonifié. Et évidemment, cette restriction, on peut aussi la faire de différentes manières. On peut donc, comme j'ai dit, faire juste une plaque trouée. On peut aussi faire un cône inversé ici. Et on peut aussi faire un cône droit. Ou faire les deux, donc un diabolo. Une chose importante à mentionner à mon sens, c'est qu'à partir du moment où on n'a plus assez d'oxygène et qu'on va avoir les réactions de réduction, eh bien on ne peut pas oxyder les parties métalliques. Donc les parties métalliques, par exemple le cône du bas ou la restriction ici, elle ne va pas s'user très rapidement, elle ne va pas s'oxyder. Autant les buses qui sont ici proches de la zone d'oxydation, elles peuvent s'oxyder et il faut prévoir de pouvoir les changer. Dans cet article, il y a un exemple de dimensionnement qui est fait, qui part du principe qu'on estime combien le moteur va pouvoir aspirer d'air avec sa cylindrée, sa vitesse de rotation et avec les gaz, donc l'accélérateur ouvert à fond. C'est pas une estimation, c'est pas l'estimation que je préfère, mais il y a quand même des choses intéressantes qui sont dites ici. C'est que il faut 1,1 m3 d'air pour brûler 1 m3 de gaz de bois. Donc à peu près autant d'air que de gaz de bois. Maintenant, ce que je propose moi comme méthode de dimensionnement, c'est d'utiliser cette table de dimensionnement qui a été mise dans le rapport série de 1988, mais qui en réalité vient d'un livre, Kaup, de 1984. Donc ce tableau il reprend les données d'expériences qui ont été faites en Suède sur des gazogènes. Vous voyez ici le schéma du foyer avec un cône inversé. D'accord ? On a les dimensions du foyer et ici on a la production de gaz maximale et minimale. Alors maintenant il faut savoir à quoi correspondent ces productions de gaz, à quelle puissance elles correspondent. Ici la production de gaz elle est donnée en N m3 par heure. Le N il signifie pas Newton mais il signifie normal. Donc ça signifie que ce sont des mètres cubes à pression normale, donc à pression atmosphérique, et c'est pas des mètres cubes à pression plus élevée. C'est juste ça que ça veut dire ce N ici. Si on regarde les densités énergétiques, les données dans la littérature, donc série 1988, c'est de 6,1 MJ par mètre cube. Ça correspond à 2,25 chevaux-heure. Et dans le document GenGas du suédois, qui a été traduit également par série, on a 1300 kcal par mètre cube et ça correspond à 2,02 chevaux-heure. Maintenant, il faut, donc ça c'est l'énergie du gaz sans conversion dans le moteur. Il faut prendre en compte l'efficacité du moteur pour savoir quelle énergie mécanique on va pouvoir sortir de ce gaz. Si on considère que le moteur a un rendement de 25% et qu'on part du principe que le gaz a une densité énergétique de à peu près 2 chevaux-heure par mètre cube, eh bien on va se retrouver avec une densité énergétique de 0,5 chevaux-heure par mètre cube de gaz. Ça signifie que si vous voulez faire un cheval mécanique, vous allez consommer 2 mètres cubes par heure. Et c'est avec ça qu'on va travailler à partir de maintenant. Évidemment, on peut convertir ça, ça signifie aussi que pour faire 1 kW, on va consommer 2,66 mètres cubes par heure. Si vous voulez faire de l'électricité, ce calcul ne prend pas en compte l'efficacité de la génératrice que vous mettez derrière le moteur. Ça, c'est juste la puissance mécanique du moteur.
moi je considère que ma génératrice elle a un rendement de l'ordre de 50-60%, donc c'est vraiment pas terrible, il y a des génératrices beaucoup meilleures. Maintenant si on regarde les foyers et les dimensions, on va voir que le premier foyer qui est proposé ici, donc avec un diamètre entre les buses de 150, donc de 15 cm, on va avoir un débit maximal de 30 m3 par heure, ce qui correspond à 15 chevaux. Et le débit minimal, ça va correspondre à 2 chevaux. Donc selon la puissance que vous allez vouloir obtenir, vous allez choisir un foyer tel que le débit dont vous avez besoin se situe entre ces deux débits-là. Le rendement, le meilleur rendement, il va être obtenu proche de la valeur maximale ici. Et bien sûr, il faut que quand votre moteur tourne au ralenti ou avec une très faible puissance, on ne descende pas en dessous de la valeur minimale. Maintenant, il faut aussi choisir le moteur. On peut considérer que le moteur avec le gaz de bois, il aura une puissance qui sera la moitié de la puissance qu'il a avec de l'essence. C'est une bonne estimation à mon sens. On peut améliorer un peu cette puissance en modifiant l'avance à l'allumage et en augmentant le taux de compression, mais voilà, globalement c'est la moitié de la puissance que vous allez obtenir. Un autre facteur qu'on peut prendre en compte, c'est la hearth load. Ça va être le débit de gaz produit divisé par l'aire de la restriction. Donc la restriction dont je vous parlais tout à l'heure, c'est donc l'aire ici de la plaque trouée ou du cône que vous avez ici. Donc ce rapport il est exprimé en mètres cubes par centimètre carré par heure, et d'après Kaup la valeur maximale qu'on a pu obtenir c'était 1 mètre cube par centimètre carré par heure, et la valeur minimale c'est 0,3 mètre cube par centimètre carré par heure. Donc de cette manière vous allez pouvoir déterminer plus finement la surface de la restriction que vous voulez avoir pour que le débit de gaz produit soit entre ces deux valeurs ici. Ce que j'ai fait pour moi, c'était de faire des dessins à l'échelle pour voir à peu près à quoi ressemblent ces foyers de gazogène. En particulier le plus petit du tableau de dimensionnement, c'est celui-ci, donc celui qui est prévu pour un débit de 4 à 30 m3 par heure. Donc avec un diamètre ici du cercle de buse de 150 mm, une restriction de 60 mm, et ensuite une zone de réduction qui s'élargit beaucoup. Le modèle que j'utilise actuellement c'est celui-ci, donc il est beaucoup plus petit, il a une longueur ici beaucoup plus faible et il est constitué que d'un seul cône. Bon, il fonctionne, mais c'est clairement pas optimal au niveau des goudrons, donc peut-être que je vais justement partir sur un modèle de ce type là. Alors moi je pense que je vais utiliser un cône inversé seulement, donc seulement la partie du bas, parce que la partie du haut elle va s'oxyder avec le temps et il va falloir la changer régulièrement si on la fait en métal. Et si on n'utilise que la partie du bas, eh bien, il y a un cône d'un brûlé de bois qui va se former naturellement ici, qui va faire l'isolation avec la paroi extérieure, et ça va nous permettre de ne pas devoir changer cette pièce là régulièrement, juste les buses d'entrée d'air. Donc j'ai fait les autres dessins à l'échelle, je vous scanne tout ça, je vous mets ça sur un fichier internet que je vous mets dans la description. Et toutes les sources que j'utilise, elles seront aussi dans ce dossier. Finalement, je vais donc m'inspirer du modèle, du plus petit modèle qui était donné, pour faire un modèle encore un peu plus petit, puisque j'ai pas besoin de puissance allant jusqu'à 30 m3 par heure. Ici donc je prends plutôt un foyer qui va avoir une restriction de 50 mm et un diamètre en haut de 110 mm. Pour la mise en œuvre, moi j'ai choisi de faire juste le cône du bas en espérant qu'en haut ça fasse un cône en bois.
en bois, enfin en charbon, bois brûlé. L'idée c'est que le bois brûlé en haut, il va faire une isolation et ça va éviter de brûler la paroi du foyer. Donc ce que j'ai fait là, c'est que j'ai prévu les patrons pour le cône. Donc ici c'est une tôle un peu plus épaisse qui viendra se souder ici. Ah oui, les patrons, ça peut se calculer, il y a des calculateurs sur internet. Vous dites le tronc de cône que vous voulez faire, il vous sort quelle dimension doit avoir le patron. Sinon vous pouvez le faire à la main évidemment, mais voilà. Ça peut simplifier les choses. Donc ici vous avez les patrons de cône, et moi ce que je fais, c'est que je fais des entailles. J'en fais 5 parce que j'aime bien faire des cônes en forme hexagonale. Et une fois que j'ai fait les entailles, ils sont plus simples à plier à ces endroits-là. J'ai mon petit, c'est un angle de 120 degrés pour faire les angles, pour que ça fasse un bel hexagone régulier. Voilà, je dois dire que je m'y suis un peu mal pris là. Les traits, je les avais marqués sur le papier que j'avais utilisé pour découper, mais ça c'est pas tout à fait symétrique. Bon, à voir ce que ça va donner. Et donc après je tords comme ça au fur et à mesure. Donc là j'ai commencé par là jusqu'à ce que l'angle il soit respecté. Donc l'angle de 120 degrés. Alors voilà le résultat. Donc en haut c'est de la tôle plus épaisse et ici c'est de la tôle galvanisée moins épaisse. Alors j'aurais pu faire tout en tôle épaisse, mais c'est que j'avais pas assez de tôle épaisse sous la main, c'est pour ça. Donc je vais les souder ensemble. Alors j'avoue, quand je fais le cône comme ça, à la fin là, je fais un peu au pifomètre. Hein. Ça donne un résultat meilleur si je fais pas tout avec exactement l'angle de 120 degrés. On va utiliser cet extincteur qui fait donc un diamètre de 15 cm que je vais couper au bout, et la hauteur ça sera à peu près 15 cm. Bon, c'est pas très cool un extincteur rempli. Je pensais qu'il était très épais au niveau de la tôle, mais en fait il est pas si épais que ça parce qu'il était encore plein avec de la poudre et donc il était lourd, mais c'est pas la tôle qui est lourde. Voilà, et il va falloir souder ça dessus. Ça sera le bas. Donc ça je l'ai découpé à la meuleuse. Ça se voit, j'ai fait des trucs un peu, des lignes polygonales qui approximent le cercle. Ça suffit largement. Et voilà, après soudure. Alors on a quasiment terminé. Voilà, là on a le rebord dans lequel va venir se loger le cône. Donc là je vais mettre le cône. Voilà, il y a un tout petit peu de jeu. Et maintenant, il reste l'étanchéité en bas du cône. C'est de l'argile que j'ai récupérée dans mon jardin. Enfin, non, pas dans mon jardin, sur mon terrain, on va dire. C'est largement suffisant pour faire l'étanchéité. Il n'y a pas besoin de faire un mortier réfractaire ou quoi que ce soit. Parce que ça va se craqueler, mais le mortier aussi. En tout cas, si on en met aussi peu. Donc, je mets ça ici. Et puis je l'enfonce un peu. Et attention, ce n'est pas terminé, je vais ajouter de la laine de céramique autour de ce cône pour isoler un peu plus, pour mieux garder la chaleur à ce niveau-là. C'est Vincent qui m'en a fait un don, qui m'a envoyé ça, je le remercie vivement. Alors la laine de céramique, c'est un truc assez curieux, ça fait des bruits bizarres. Et ça a tendance un peu à garder la forme quand on l'agrandit comme ça reste comme ça. Bon. En tout cas, ça fait un bon rembourrage. Et voilà. Alors, si vous n'avez pas de laine de céramique, c'est pas grave. Le bois qui va se mettre ici et qui va carboniser, il va faire une sorte d'isolation aussi. Et ça sera plutôt pas mal aussi. Comme le cône qui va se former en haut là,
sera aussi un isolant et va protéger la paroi métallique du tube. Voilà. Donc ça c'est mon foyer. Il manque la partie avec les buses d'arrivée d'air ici. Et à part ça, il est terminé. Il va falloir que j'agrandisse mon gazogène pour que ce tube, cette nouvelle longueur de tube, loge, parce que l'ancien était beaucoup moins long. Et ça sera pour une prochaine vidéo.